On va donc finir en beauté, hein. Maintenant qu'on les a tués, qu'on les a découpés, on va les manger maintenant. Oui, donc on va rester dans le registre de la tendresse. Je ne fais que reprendre Dali en disant ça, puisqu'il définissait le cannibalisme comme le degré suprême de la tendresse. Donc, bon, c'est très poétique. Donc, on va reparler de cannibalisme après avoir effleuré le sujet ce matin pour les Néandertaliens avec Pauline, qui est quelque part par là. Et je vais essayer de m'intéresser un peu plus à l'interprétation. À l'interprétation à ce qu'on peut dire sur la signification du cannibalisme. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un site que certains connaissent peut-être ou dont certains ont entendu parler, qui est celui de Herxheim. Parce qu'il y a tellement de données, vous allez voir, c'est tellement riche que c'est un site qui permet pratiquement de construire des modèles à la fois sur le traitement des corps et sur la réflexion qu'on peut avoir sur les différentes formes de cannibalisme et sur quels critères s'appuyer. Alors, comme j'ai pas 2 heures, je vais essayer d'aller vite, mais... Alors, je vais vous parler du site, déjà, quand même. Bon, il y aurait des choses à dire sur cette diapositive, mais on va passer. Alors, au premier plan, vous avez l'équipe allemande, et puis le Team France, il est derrière. Vous pouvez déjà constater que ce n'est pas tout à fait les mêmes méthodes de fouille, et ça ne tient pas qu'à la présence du parasol. Mais voilà, c'est un autre débat. Alors, on est dans le Palatinat rhénan, célèbre pour sa route des vins. Je ne vous conseille pas les vins. Si vous allez en Albagne, buvez de la bière. Et puis, pour son estomac de porc farci, que je ne vous conseille pas non plus. Bon, toujours est-il qu'on n'est pas très loin de Landau, à une centaine de kilomètres au nord de Strasbourg. Et donc, c'est un site qui a été repéré dans les années 1980 par prospection de surface et qui a été fouillé dans les années 90 quand cette zone artisanale s'est construite. Donc, ça correspond à ce que vous avez là sur le plan. Et il y a eu un complément de fouille dans les années 2000 qui a concerné cette petite partie-là, donc celle qu'on retrouve ici, qui était une fouille qui serait chez nous plus de la fouille programmée, donc c'était pour essayer de mieux comprendre les affaires. Donc en fait, le site se présente comme une enceinte à double fossé. Vous en avez ici un en coupe et puis un vidé. Alors c'est des fossés relativement conséquents, on estime à peu près jusqu'à 4 mètres pour les plus profonds. Alors, ce n'est pas tout à fait des fossés continus, ce sont en fait des successions de fosses qui finissent par confluer et former un trajet continu. Mais en fait, c'est des fosses qui sont creusées indépendamment. À l'intérieur de l'enceinte, bon, on retrouve les grandes maisons du néolithique ancien qu'on connaît par ailleurs, et ça devait ressembler à peu près à ça, quoi. Donc le début, la fondation du site de l'enceinte, c'est au tout début de l'arrivée des colons néolithiques donc par la vague Europe centrale, c'est-à-dire les Rubanais, dont on vous a parlé plus tôt. Donc dans cet endroit, ils arrivent vers 5300 en notre ère, et l'occupation va se poursuivre jusqu'à la fin de l'époque rubanée, donc autour de 4950-5000 avant notre ère. Et c'est à la fin de cette époque rubanée qu'on va avoir quelque chose de très exceptionnel qui va consister à des dépôts dans ces fosses qui sont creusées et qui forment le fossé. Vous en voyez un ici, c'est celui que vous avez vu en cours de fouille tout à l'heure, et c'est le seul que vous verrez jamais, parce que les Allemands ils fouillent pas comme ça, donc ils n'ont aucune vue de ça. Donc c'est ce dépôt qui contient tout ce que vous voyez pour l'essentiel. Alors 90% c'est des vestiges humains, donc c'est des os humains. Vous avez, à côté de ça, on trouve de la céramique rubanée. Vous avez un certain nombre d'outils, alors que vous avez des armatures de flèches, de la parure, des outils type poinçon, lissoire, etc. Une herminette, la fameuse herminette qui sert à tout, c'est la Kalachnikov du rubané, ça sert à couper les arbres et à taper sur ses amis. Et puis, vous avez ici une fioriture, là, un collier de dents humaines percées, enfin un collier. La ficelle est moderne, mais enfin on suppose que faire des trous dedans, ça servait à ça. Donc céramique, parure et objets. Et puis vous avez aussi quelques vestiges animaux, mais qui sont des vestiges très sélectionnés.
Donc vous avez par exemple des cornes de roc, donc c'est celle que vous voyez ici, et puis ici c'est un dépôt, donc c'était un regroupement de mandibules de petits mustélidés, donc des fouines, martes, belettes, alors je ne sais plus les espèces précisément, et donc ça c'était vraiment réuni, donc il y a vraiment une sélection de parties, c'est surtout les têtes et les pattes en réalité, qu'on trouve dans ces dépôts. Et tout est brisé, alors aussi bien les humains que les peaux, les objets de toutes sortes. Alors un mot sur la céramique, parce qu'elle a quand même son importance. Alors la céramique rubanée, donc rubanée, on appelle rubanée d'ailleurs parce que c'est de la céramique qui est décorée avec des motifs en ruban. C'est de la très jolie céramique, elle n'aurait pas toute comme ça, mais vous voyez qu'il y a une variété de décors assez importante. Et ces décors, ils sont intéressants à deux titres. D'abord, ils varient très rapidement dans le temps. Donc on peut dater le rubané, en tout cas dater relativement, pratiquement une cinquantaine d'années. Alors on est donc à 5000 avant notre ère, ça paraît assez ahurissant, mais en fait on a une résolution temporelle qui est de l'ordre d'une cinquantaine d'années. Ça permet de dire que l'épisode donc de dépôt des vestiges humains s'est déroulé au rubané final, donc vraiment à la fin de la période, et qu'il a été bref, donc moins de 50 ans, puisque c'est la résolution temporelle qu'on peut avoir pour cette période. Alors ça peut être 10 ans, 20 ans, 6 mois, on ne sait pas, mais ça a été, à l'échelle du rubané, ça n'a pas été très long. L'autre caractéristique, c'est qu'en fonction des régions d'origine, il y a des variations des styles. Et ça permet de dire qu'à Herxheim, il y a des styles de différentes régions, et ça va depuis ce qu'on appelle le Blicky, là c'est en Belgique, du côté ouest, jusque dans le Charka. Alors le Charka c'est en Bohème, hein, c'est loin, donc là vous voyez c'est quasiment 500 km. Donc on a des styles céramiques qui confluent, si vous voulez, et qui se retrouvent à Herxheim, alors qu'on devrait trouver en toute logique uniquement du style du Palatinat. Et une question qui s'est posée, c'est évidemment, est-ce que ce sont les poteries qui ont circulé, ou est-ce que ce sont les styles, alors d'une manière ou d'une autre, est-ce que ce sont des gens qui ont circulé et puis qui ont fait les pots sur place à Herxheim? Et la réponse, alors il y a tout un tas d'analyses qui ont été faites sur des micro-traces dont je vous passe les détails parce que je suis incapable de vous les donner. Donc je vous donne simplement les conclusions, c'est qu'il y a une grande variabilité des compositions de l'argile, et ce qui permet de dire que non seulement les poteries, ce sont vraiment les poteries qui ont circulé, qu'elles viennent de différents endroits, mais que même dans un même style céramique, on a des origines différentes. Donc probablement, dans une même région, il y avait des villages différents qui ont fourni des poteries. Alors, les vestiges humains, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc vous voyez comment ça se présente, hein, c'est des grands épandages d'os bien cassés. Alors vous voyez quand même quelques particularités. Vous avez ici des regroupements de calottes, alors de coupes crâniennes, on y reviendra, c'est vraiment des coupes. Ils ont taillé des coupes hein, dans les crânes, et parfois des regroupements, mais c'est assez rare, de crânes pas bricolés. Mais bon, l'essentiel c'est ça. On va trouver aussi quelques particularités. Donc là, vous avez un tronçon un individu incomplet dont il reste. Alors vous voyez quand même qu'il est tout en connexion, mais qu'il en manque un certain nombre de parties. Bon, celui-ci qui a été dispersé. Puis des choses qu'on pourrait presque mettre dans le registre sépulture. Mais est-ce que c'en est? Ça, c'est pas du tout garanti. Alors, quand même quelques chiffres pour donner une idée de l'affaire, parce que bon, Bruno et Pauline, ils sont contents quand ils ont 200 os. Vous allez voir que là, on n'est pas du tout dans le même rapport. Hein. Donc, pour cette partie-là uniquement, donc c'est les fouilles. Donc ça, c'est celle que j'ai étudiée avec Anne-Sophie Coupé, là, que vous voyez de loin sur les photos. Et donc, on peut définir 20 dépôts, comme ceux que vous avez vus. Le plus gros, il y a déjà pratiquement 4000 os, ou fragments plutôt, et sur cette petite partie-là, c'est plus de 15 500 fragments. Donc vous imaginez quand même
Là, on peut construire des modèles. Bon, ça fait 75 kg pour au moins 104 personnes. Si on regarde la partie fouillée dans les années 1990, qui malheureusement n'est pas du tout étudiée, enfin des petits bouts c'est tout. Donc c'est vraiment une évaluation. On extrapole environ 60 000 pièces et puis 330 personnes. Et sachant que donc cette partie-là est fouillée, ça c'est une partie restituée. Là par prospection électromagnétique et puis bon là au pif. Et donc si on extrapole, on a probablement plus de 150 000 fragments humains et probablement plus de 1000 personnes. À la louche, 1300, 1400, bon c'est à la louche. Hein. Sachant que on parle juste du fossé et qu'on sait qu'à l'extérieur il y a des choses. Hein. Alors ça fait du monde. Bon, vous voyez que ça fait quand même des os, on s'amuse bien à étudier tout ça. Alors, je voulais pas trop dire sur l'identification du cannibalisme, et puis Pauline en a parlé un peu. Bon, pour vous montrer quand même quelques points probants et quelques arguments qu'on utilise. Donc, on va pas faire la totalité. On m'arrête plus là. Donc, le premier argument, c'est qu'on va avoir une exploitation fonctionnelle du cadavre qui va aller dans le sens d'une extraction de nourriture, c'est-à-dire que ça va être un peu comme sur les animaux. Alors là, c'est l'exemple du traitement des grands os longs des membres. Et vous avez là les humérus, donc os du bras, les fémurs, la cuisse, et puis en bas, c'est les deux os de l'avant-bras, ici, et puis la fibula, autrefois le péroné, là, ce qui est ici. Et vous pouvez constater que les deux plus gros os sont complètement ouverts. Donc en fait, ils ont été ouverts pour récupérer la moelle, tandis que ceux qui sont de plus petit volume, bah, vous voyez qu'il y en a quand même une partie non négligeable, ils sont encore entiers, ou en tout cas leur circonférence est complète. Donc c'est un peu comme les crabes, hein, vous cassez les pinces parce qu'il y a à manger, et puis les pattes, bon, vous laissez tomber, surtout quand vous avez beaucoup de crabes. Donc c'est un peu l'idée, mais vous voyez qu'il y a vraiment un traitement différentiel entre les différents os longs. Alors, un deuxième argument, c'est des techniques de boucherie qui vont être identiques à celles documentées chez l'animal. Donc là, vous avez pour un dépôt l'ensemble des vertèbres. Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais on va juste se concentrer sur celles-ci, qui sont les vertèbres thoraciques. C'est celles qui figurent en rouge ici, c'est celles qui s'articulent avec les côtes. Et ces vertèbres thoraciques, elles ont un corps qui n'est pas là, il y a des raisons à ça, mais surtout, elles ont deux processus transverses. Alors, vous ne le voyez pas trop ici, mais c'est ces choses-là qui vont s'articuler avec les côtes, et ces choses-là sont complètement, ont toutes disparu, sont cassées. Et si vous regardez les côtes, eh ben, la partie postérieure, donc, qui vient, elle, s'articuler avec les vertèbres, eh bien, c'est pareil, toute cette partie-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tubercule, là, le col et la tête, tout ça, pour l'essentiel, a disparu. Et si on remet tout ça ensemble, eh bien, donc voilà, vous avez le schéma, comment c'est fichu. Ce que vous voyez, c'est que ça a été détruit donc sur cette zone-là. Et ça correspond très exactement à ce qu'on connaît pour la faune sous le nom de levée de l'échine. Bon, vous avez la description prise dans le livre de la chasse de Gaston Phébus. Donc en fait, hein, on découpe de chaque côté de la colonne, on sépare les plats de côte, et puis voilà. Donc vous en avez deux exemples sur la faune. Alors ça doit être du cochon de mémoire, je ne sais plus d'où il sort d'ailleurs. Mais on retrouve donc en fait, ça c'est la partie détritique qu'on retrouve, parfois en connexion comme ça, où on a alors là on ne le voit pas bien, mais les côtes ont été séparées. Et vous avez vu passer celui-ci rapidement tout à l'heure, alors vous voyez quand même qu'il est resté en connexion. Bon, il manque un peu de face là, donc ils ont dû commencer à faire quelque chose. Puis ils ont dû s'en débarrasser pour une raison X. Donc là, tout est en connexion. On peut remonter sa colonne vertébrale et on voit qu'à partir de la deuxième thoracique, enfin, les deux premières sont complètes. Et puis bon, là, toutes ces parties-là, donc ces processus qui s'articulent avec les côtes, eh bien, ils ont disparu jusqu'en bas. Et en bas, on voit que ça a tapé en biais, en fait. En haut, il y en a plus, et puis ça part en vrille. Donc on a vraiment, là, c'est un corps, on a levé l'échine.
On a été se faire des côtelettes, peut-être. Et puis voilà. Alors, la cuisson, troisième argument. Non, on n'a pas fini, hein, bon appétit. Et alors, Pauline a évoqué les traces de brûlure ce matin. Alors, les traces de brûlure, c'est souvent sporadique, on ne peut pas trop dire. C'est peut-être un os qui est tombé dans le feu. Là, on a des schémas extrêmement récurrents avec des... donc, vous reconnaissez, c'est un maxillaire, c'est le même vu de dessous. Vous en avez un autre ici, vous avez une mandibule. Et sur ces arcades, ce que vous voyez, c'est que les dents ici, elles sont détériorées, en fait, elles sont brûlées. Les archéozoologues qui ont l'habitude de ça, ils parlent de dents grillées. Et c'est uniquement les dents de devant, et les dents de derrière sont plutôt préservées. En tout cas, plus que la moyenne. Et c'est quelque chose qu'on retrouve exactement sur la faune qui a été passée à la broche. Donc en haut, c'est un cochon. Donc qui a sa canine grillée, et puis en bas c'est du chien. Alors c'est du chien de l'âge du fer. À l'âge du fer, on mangeait le chien. Donc là les canines sont grillées, et puis là la canine n'est pas, mais les incisives le sont. Et en fait ça s'explique très bien. Et bon, il y a d'autres modèles. On peut s'appuyer sur le médico-légal aussi. Les raisons à ça, c'est que quand on met l'animal ou l'homme en l'occurrence sur le tourne-broche, il est exposé au feu. Et que le feu va faire rétracter les babines ou les lèvres. Et donc, on va exposer les dents qui vont griller. Et en fait, les parties postérieures qui sont couvertes par les joues sont protégées du feu plus longtemps. Et donc, soit ne vont pas être touchées du tout, soit seront touchées beaucoup plus tard. Donc là, on a vraiment des schémas qui sont complètement cohérents avec de la cuisson et tout à fait cohérents avec ce qu'on connaît chez Animal. Et puis, dernier point pour vraiment boucler la boucle, l'épreuve directe de consommation. Alors là, c'est plus compliqué parce que ça repose sur le mâchage des os. Donc là, bon, déjà, ils les ont cuits, mais en plus, ils les ont grignotés. Alors le mâchage des os, c'est extrêmement courant. Donc Noémie a parlé des traces ce matin de canines. Alors il y a différents critères pour reconnaître le mâchage, mais bon, on a notamment les traces des cuspides des dents, donc les pointes des dents, et on peut les mesurer. Et on peut voir si ça a une origine humaine ou pas, en tout cas si c'est compatible avec. Donc là, c'est les mesures pour Herxheim. Alors ça chevauche ce qui est donné pour les bofis. Les bofis, c'est des chasseurs-cueilleurs africains. Mais vous voyez aussi que le chacal, le babouin, alors bon, quand vous êtes dans le Palatinat, vous n'êtes pas trop embêté par le chacal et le babouin, mais enfin quand même, ça peut chevaucher avec le chien. Et donc sur la morphologie, c'est quand même difficile à dire, mais après, on a quand même des arguments sur la topographie. Et là, vous avez par exemple les os de la main. Donc vous avez, alors ça c'est les métacarpiens, donc c'est la paume de la main ici, et puis vous avez les phalanges proximales, moyennes, distales. Ce que vous voyez les métacarpiens, c'est que les extrémités, donc ici et ici, sont complètement détruites. Et puis on trouve là, on a des arguments pour des traces de mâchement. Donc ils ont été grignotés, quoi. Il y en a qu'un qui est complet et deux qui ont seulement perdu leur base mais ont gardé leur tête. Les phalanges proximales, donc celles-ci, elles ont toutes leur tête ou quasiment, mais beaucoup ont perdu leur base. Et puis après, les phalanges moyennes et les phalanges distales, pour l'essentiel, elles sont complètes. Et donc là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le crabe. Hein, quand vous avez la patte, vous mangez la première phalange et puis après, le reste, vous laissez tomber. Donc il y a vraiment... Et ça, c'est pas du grignotage animal, quoi. Il y a vraiment une sélection... c'est une topographie préférentielle. Alors on l'a sur d'autres os d'ailleurs. Mais vous voyez, on est quand même... Donc là, on a vraiment de quoi monter des modèles. Et l'avantage de ces choses-là, c'est qu'après, même si on trouve 3 phalanges dans un site du Paléolithique moyen ou d'une autre époque, eh ben, si on retrouve ce schéma-là, ça va quand même faire une indication pour dire « Ah, là, il s'est peut-être passé quelque chose ». Alors, maintenant que vous êtes convaincus, j'espère qu'il y a eu du cannibalisme à Herxheim, pourquoi manger ces petits camarades ? Alors, il y a eu des tas de classifications qui ont été opérées, qu'on trouve encore d'ailleurs, notamment dans la littérature anglo-saxonne. Vous avez des termes, cannibalisme magique, nutritionnel, de vengeance, judiciaire, que sais-je encore. Bon, tout ça, c'est très gentil, mais enfin, on ne peut rien en faire.
Et les gens qui ont travaillé sérieusement sur le cannibalisme, et en particulier, vous avez un anthropologue social français qui s'appelle Georges Guillet-Scuré, qui malheureusement est décédé et qui a fait toute une somme sur la question, il se ramène à une classification simple. Alors d'abord, bon, les actes des déviants, bon, ça c'est vraiment pour mémoire, hein. A priori ça ne concerne pas les périodes anciennes, encore que sait-on jamais. Ce que vous avez pourtant, ce que vous avez qui est très fréquent, c'est ce qu'on appelle le cannibalisme de survie et de nécessité. Donc ça, c'est les choses d'exception. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on pratique habituellement, mais bon, quand il va falloir, quoi. Et donc ça, dès que vous avez une famine quelque part, c'est une question de survie, c'est le cas de le dire. Vous avez du cannibalisme, hein, on mange veaux, vaches, cochons. Ensuite, quand il n'y a plus ça, on mange les chiens. Quand il n'y a plus de chiens, on mange les rats. Et puis quand il n'y a plus de rats, on mange les morts. Là, vous avez une illustration, c'est la grande famine de Chine des années 1870. Mais enfin, c'est partout. Vous avez sûrement entendu parler de l'équipe du Paraguay là, qui s'est crachée dans les Andes, par exemple. Enfin, ça, il y en a partout. Et il n'y a aucune raison que ça n'ait pas existé depuis la nuit des temps, hein. Alors après, il y a des choses qui sont plus régulières, qui sortent de cette exception. Et là, on peut faire une division vraiment très simple en deux cas de figure. Soit on mange les gens qui sont extérieurs à son propre groupe, donc on va appeler ça l'exocannibalisme, soit on mange les gens de son groupe et on va appeler endocannibalisme. Et alors, pour simple qu'elle soit, cette division, elle est complètement corrélée aux motivations des actes. C'est-à-dire que l'exocannibalisme, c'est quelque chose qu'on va trouver essentiellement dans les pratiques, dans la violence armée, pratiques guerrières, guerre, etc. Il s'agit de faire peur à son ennemi, l'incorporer, le détruire, récupérer sa force vitale. Bon, autant de motivations alléguées qui sont différentes, mais enfin l'idée c'est quand même celle de destruction. Et puis l'endocannibalisme, lui, c'est un cannibalisme funéraire. On va manger ses morts. Alors ça peut vous paraître étrange, mais il y a des gens qui mangent leurs morts. Et c'est très bien, c'est les honorer, c'est vraiment quelque chose. On est vraiment dans le cadre d'une pratique mortuaire, enfin funéraire même. Donc c'est vraiment pour honorer ses morts, pour en garder une partie entre eux, enfin une partie d'entre eux en soi, etc. Alors je vous ai mis une illustration, le kourou, vous savez peut-être pas ce que c'est une maladie donc, qui a été identifiée dans les années 1960 en Nouvelle-Guinée, dans une tribu qui est celle des Forts, dans les Highlands de Nouvelle-Guinée, et qui touchait en particulier les femmes et les enfants qui commençaient à avoir des troubles nerveux et puis qui finissaient par décéder. Et à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Et c'est que beaucoup plus tard, on a su en fait que c'est une maladie à prions, donc comme la vache folle, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Parce que le prion a été découvert beaucoup plus tard. Et donc, rétrospectivement, on a compris que les femmes et les enfants étaient plus atteints parce qu'ils mangeaient les parties nerveuses, donc en particulier le cerveau, alors que les hommes, eux, mangeaient les muscles et donc avaient moins de problèmes. Bon, le kourou a disparu, le cannibalisme aussi. Mais donc, c'était un cannibalisme funéraire, ils mangeaient leurs morts. Alors, partant de cette classification, quels sont les éléments de discussion qu'on peut avancer? Alors, d'abord, il y a un contexte de violence armée. Donc, quand on a des traces de mise à mort, ça sent quand même pas la bonne mort, encore qu'on puisse manger, faire du cannibalisme, manger dans un cadre funéraire quelqu'un qui s'est fait tuer de mort violente. Mais le problème n'est pas tellement là. Le problème, il est que dans ces assemblages qui ont été cassés, compilés, où tous les os se sont réduits en miettes, différencier les traces qui sont possiblement des traces de mise à mort et les traces qui correspondent tout simplement au traitement des corps, c'est compliqué. Alors il y a quand même une ou deux traces à Herxheim, comme ici. Bon, ça ressemble un peu à ce que vous avez vu passer tout à l'heure sur d'autres sites, hein, donc coup d'herminette, qui paraît à distance de la taille de la coupe, puisque c'est aussi une coupe crânienne. Donc ça, peut-être. Alors, violence armée, deuxième chose, alors ça va rejoindre, je ne sais pas si celui qui posait la question est encore là, la mortalité non naturelle. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, dans un autre cadre, des crises aiguës de mortalité, en vous disant que les choses possibles, les raisons possibles, c'était essentiellement les épidémies, et puis la violence armée. Alors,
je peux pas, j'ai évidemment pas le temps de vous détailler ça, d'autant plus que c'est assez technique. Enfin, l'idée, si vous voulez, c'est que quand ça s'inscrit dans la plage en gris, là, alors les lignes noires, c'est à peu près la même chose. Disons que quand c'est dans la plage en gris, ça peut correspondre à une mortalité naturelle. Si les courbes sortent de la plage en gris, ça veut dire que c'est absolument pas possible que ça corresponde à une mortalité naturelle. Alors, vous avez ici un exemple d'une nécropole ou cimetière, comme on veut, du Rubané, d'ailleurs, dont Alain vous a parlé, c'est celle de Heiterhofen. Donc là, vous avez alors la déficit qu'il a évoqué des tout petits, alors ceux de moins de 5 ans, si on veut. Surtout ceux de moins d'1 an, mais même ceux de moins de 5 ans. Puis après, vous avez quelque chose qui, bon, grosso modo, arrive à se mettre dans le gris. Quand vous êtes à Herxheim, alors là, vous n'êtes plus du tout dans le gris. Et je vous ai mis par comparaison, alors c'est pas du tout la même chose, c'est des cimetières de peste. Donc vous avez le même phénomène, c'est-à-dire l'élévation de la mortalité entre 5 et 19 ans révolus. Alors, vous allez me dire, c'est de la peste, c'est pas du massacre. Oui, mais c'est exactement le même mécanisme. C'est parce qu'en fait, ça coupe dans la pyramide des âges. Et donc, en fait, les enfants qui normalement meurent moins, parce que, en fait, si vous suivez la courbe en 2 mots, vous voyez qu'on meurt beaucoup quand on est jeune. Et puis, quand on a passé 5 ans, la mortalité chute et puis elle regrimpera derrière au fur et à mesure que l'âge augmentera. Donc, les classes où on meurt le moins, c'est ici. Normalement, les enfants ne meurent pas beaucoup, quoi. Et heureusement, parce que sinon, les populations ne survivraient pas. Et donc, cette augmentation, en fait, c'est parce qu'on tranche dans la pyramide des âges, donc on tue tout le monde, enfin, on tue tout le monde, ou l'épidémie tue tout le monde, et donc ça va faire grimper le taux d'immature. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît, pour répondre un peu plus, je ne pensais pas passer autant de temps là-dessus, mais ça répond à la question posée tout à l'heure, enfin, en partie. L'origine étrangère des victimes, qui a été également évoquée, alors, qui repose sur ici, en particulier, les analyses des isotopes du strontium. Donc, les isotopes, ce sont des formes différentes d'un même atome. C'est le nombre de neutrons qui varie. Bon, pour la faire courte, le strontium, il est dans le sol, il est incorporé par les plantes, les animaux mangent les plantes, et les hommes mangent les animaux, et les plantes, donc, mangent aussi le strontium. Et selon la nature du sol où vous êtes, les rapports entre les différents isotopes ne vont pas être les mêmes. Et ce qu'on voit à Herxheim, c'est que les rapports locaux, là, c'est la bande verte. Donc, il y a un pic, effectivement, donc il y a des gens qui sont des locaux, mais vous avez un étalement de ces valeurs, et donc vous avez des taux, enfin des rapports qui sont beaucoup trop élevés pour que les gens aient vécu sur les Leuses. Et on sait que certaines viennent de massifs cristallins et d'autres, ils ont des taux intermédiaires, alors peut-être de régions gréseuses. Donc Herxheim est là, et les massifs cristallins, ils peuvent être plus ou moins lointains, mais faut quand même faire quelques kilomètres. On ne sait pas trop qui c'est d'ailleurs, ces gens-là, parce que tous les Rubanais vivent sur les Leuses. Alors après, ceux qui vivent dans les montagnes, on ne les connaît pas bien, et l'ADN, pour l'instant, n'a pas répondu à la question. Je passe sur ces affaires. Donc l'idée, c'est qu'il y a une partie des personnes au moins qui viennent d'ailleurs. Donc quand ça vient d'ailleurs, on est dans exo-cannibalisme. Hein. Alors avec 2 modèles possibles, c'est-à-dire les modèles des raids. Donc les gens de Herxheim font des raids, ils vont chercher des gens à distance, et puis ils ramènent des prisonniers, ils les mangent. Alors ça fait loin pour des raids. Alors, des raids assez loin, on peut en trouver par exemple dans les plaines en Amérique du Nord. Ils font des raids assez loin, mais ils reviennent à cheval parce qu'ils vont piquer des chevaux. Donc, ça fait la moitié du trajet. Et les raids de chasse aux têtes peuvent être aussi assez éloignés, mais ils sont en pirogue. Alors, les raids à pied, c'est quand même loin, 450 km. Et puis, en général, quand on a fait un raid et qu'on bat en retraite, on ne s'embarque pas à embarquer les poteries des petits camarades. Hein. Donc, ça ne marche pas bien quand même. Donc l'idée, c'est quand même plus celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des communautés parfois très éloignées, qui confluent vers Herxheim pour faire des grandes fêtes, dont on ne sait quoi. Alors, toujours dans les arguments, pour essayer de voir, est-ce qu'il y a des traitements spécifiques à l'ennemi ? Alors, il y a ces fameuses calottes crâniennes, là, ces fameuses coupes, donc vous voyez, il y a un certain nombre, alors c'est assez variable, hein, il y a une variabilité de la taille. La technique, vous la voyez illustrée ici, technique Falacoque, hein, vous prenez le tour, vous faites le tour et puis vous enlevez le haut.
Et donc, bon, moi j'avais fait une petite enquête à un moment pour savoir à qui on faisait ça. Alors, comme en sciences sociales, c'est tout le temps, rien n'est vrai à 100%. Donc il y a quand même quelques cas où on fait ça à ses parents, mais enfin, ça court vraiment pas les rues. Et la plupart du temps, quand on va faire des affaires comme ça, quand on taille des coupes dans les crânes, c'est les crânes de ses ennemis. Hein. C'est du trophée 95 fois sur 100. On ne peut jamais être absolu, mais quand on en trouve une, ça sent quand même beaucoup plus l'ennemi que le parent. Alors, pour la petite histoire, il y a quand même pas mal de sites qui sont suspectés, où on a des arguments pour des pratiques cannibales, de ceux dont je vous ai parlé, et où on trouve ce genre de coupe. Alors, le plus ancien, c'est la grotte du Placard, qui se trouve en Charente, que j'avais étudié avec... enfin, je n'ai pas étudié la grotte, mais la série osseuse avec Dominique-Henri Gambier, et on a exactement... Alors, vous les mettez à Herxheim, c'est pareil, vous les différenciez pas. Hein. Govskev, qui est un peu plus récent, c'est du magdalénien. Alors, le Bas-de-Goulien, c'est le tout début du magdalénien, c'est un peu avant, c'est entre le solutréen et le Bas-de-Goulien. Donc on est 20 000 BP à peu près 20 000 ans. Govskev qui est un peu plus récent, pareil. Ensuite vous avez des sites espagnols néolithiques anciens ici, Cueva del Toro et El Mirador, autre célèbre site. Et donc dans ces 4 sites, on a des arguments pour le cannibalisme et on retrouve des coupes crâniennes. Alors, je vais essayer de finir rapidement, parce que je n'ai pas toute la soirée. Ça tombe bien, Philippe a élagué le truc. Donc là, on en est quand même. On a la courbe de mortalité, qui sent quand même la crise de mortalité. La coupe crânienne, c'est quand même plutôt un traitement d'ennemis. Le strontium, c'est plutôt des étrangers. Donc là, on a quand même déjà un faisceau d'arguments pour dire... on est quand même plus du côté exocannibalisme que du côté endocannibalisme. Et puis ça fait quand même une communauté... 1500 personnes, ça commence à faire des sacrées communautés, hein, si c'est du cannibalisme funéraire. Donc là, ça sent quand même beaucoup la guerre. Et tout ça s'inscrit dans un contexte qui est celui de la fin du Rubané. Alors le Rubané, bon, ça commence selon les régions entre 5005 et 5003, puisque ça progresse d'est en ouest. C'est quand même relativement calme, en tout cas, on n'a pas de témoignages de violence sur la plupart de la période. Mais arrivé à la fin, c'est une autre affaire. Donc, vous avez déjà vu ça, donc c'est la fosse de Thalheim, donc 34 individus, je crois, donc Philippe vous a montré ça. Donc, la dite fosse, voilà, les coups d'Herminette, hein, ça c'est le plan des coups d'Herminette, donc vous voyez la reconstitution. Donc Thalheim qui est interprété comme un massacre, une communauté qui s'est fait massacrer. Vous avez vu aussi l'enceinte d'Asparnschletz qui se trouve, elle, en Autriche. Donc là, les morts sont dans les fossés. Alors il y en a eu 70 et quelques de retrouvés. Donc pareil, hein, ils ont des coups sur la tête. Et il y a seulement une partie de l'enceinte qui a été fouillée. On estime que s'il y en a autant tout le tour, il y en a à peu près 300. Quoi. Alors, ça a été interprété, c'est interprété comme les assaillants qui se sont fait, qui ont perdu. Alors, il y a eu récemment des études génomiques sur ce site. Il n'y a aucune parenté, ou quasiment pas. Ça pourrait aller dans le sens d'une communauté d'assaillants assez large pour qu'on ne trouve pas de parenté, mais il faudrait regarder de près. Bon, vous avez vu aussi Schönach-Kilienstatten, donc bon, ok, je passe rapidement. Il vous a montré aussi Alberstadt, c'est bien, donc vous avez déjà vu, c'est pareil. Et puis celui-là, il ne vous l'a pas montré, c'est le dernier découvert, ça se trouve en Slovaquie, pardon, alors vrai bleu, je ne sais pas comment on prononce. Là, vous en avez une quarantaine qui sont dans une fosse. Donc ça, c'est une découverte qui remonte à 2 ans, c'est pas publié. Hein. Et c'est que des grands adolescents ou des adultes visiblement jeunes, et ils ont tous été décapités. Bon, plus d'autres qui sont mal évalués. Vous avez des traitements qui ressemblent un peu à des traitements de boucherie. Vous avez des corps comme ça qui ont été jetés, etc. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, dans ces dernières années du Rubané,
vous avez des espèces de flambées de violence dans l'air. Alors ça, c'est l'air central de Rubané en gris foncé, puis ça, c'est l'air d'extension maximale, ça part jusque dans le bassin parisien à la phase récente, et puis de l'autre côté, ça va assez loin. Et vous voyez que dans l'air central, il y a des espèces de feux de violence qui s'allument, et tout ça est vraiment strictement contemporain, et non seulement ça, mais c'est la fin de la culture rubanée, c'est-à-dire au moment où ça se passe, après, c'est autre chose. C'est-à-dire que le Rubané, qui est quand même une entité assez homogène, va se morceler, les habitats vont se délocaliser, par exemple l'Erxheim, ça cesse d'être habité, les pratiques funéraires vont se modifier, les circuits commerciaux vont changer, on n'a pas les mêmes objets dans les tombes, enfin bon, il y a tout un tas de changements, et donc ça a fait dire à certains, et dont moi, qu'il y a une espèce de crise européenne, si on peut dire ça, mais c'est la première grande crise européenne. Il se passe quelque chose. Alors pourquoi et comment, ça, c'est compliqué à dire. On peut avoir des pistes, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose se traduit dans la violence sur des épisodes probablement guerriers et assez violents. Alors, pour conclure, donc tout ça, c'était Erxheim. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ailleurs qu'à Erxheim ? Alors évidemment, on n'a pas partout 15 000 bouddhos pour raisonner, donc c'est plus compliqué ailleurs, mais vous avez vu quand même qu'il y a un certain nombre de sites, par exemple ceux que je vous ai montrés, où on trouve ces fameuses coupes crâniennes, qui sont quand même des éléments qui vont plutôt en faveur de la violence. Vous avez dans d'autres sites encore, par exemple les Péras à Gris, alors c'est du mésolithique. Alors on n'a pas de coupe crânienne, mais on a des isotopes qui montrent une origine étrangère de ceux qui se sont fait manger. Donc là aussi, ça sent plutôt le petit groupe qui s'est fait attraper. Maintenant, c'est toujours plus compliqué quand on n'a pas tous les arguments. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on ne reconnaît très probablement que certaines formes de cannibalisme, c'est-à-dire celles qui sont extrêmement poussées, où on va vraiment pousser le traitement. Et très probablement, on n'en reconnaît pas d'autres. Alors, il est évident qu'on ne reconnaît pas celles qui ne touchent pas l'os. Hein. Si vous faites comme Hannibal Lecter, vous mangez que le foie, c'est foutu. Mais en dehors de ça, il n'est pas du tout certain qu'on arrive à reconnaître le cannibalisme funéraire. Il y en a peut-être eu, mais les gens meurent les uns après les autres, on ne sait pas trop ce qu'on fait des vestiges après. Donc, ça donne surtout l'impression qu'on reconnaît les événements plutôt violents. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, bon, on va mettre de côté le paléolithique parce que c'est long, mais les cas discutés, en tout cas, se répartissent pas de manière homogène dans le temps. On a, vous avez vu un certain nombre, il y a des sites, il y a le néolithique ancien, il y a la fin du néolithique, notamment dans le sud espagnol, où il y a des accumulations de sites comme ça où on suspecte le cannibalisme, et ça a été dit par donc les anthropologues sociaux qui travaillent sur le cannibalisme. C'est vraiment souvent lié à des crises générales. Et juste pour conclure, pour le paléolithique, il y a un grand débat sur guerre, pas guerre, violence armée collective, bon, que je ne peux pas rentrer, d'autant plus qu'il est compliqué, que je ne peux pas aborder parce qu'il est compliqué. Mais il y a quand même cette idée, est-ce que les chasseurs-cueilleurs étaient des grands pacifiques, ou alors est-ce que déjà ils pouvaient se taper dessus? Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué à dire pour des tas de raisons. Et très probablement, la seule façon d'aller, de pouvoir évoquer la violence armée collective pour le paléolithique, au moins récent, je ne parle pas du moyen, c'est encore une autre affaire, c'est probablement le cannibalisme, parce que là, on a vraiment des traitements de groupe, quoi. Donc on arrive à trouver des choses qui pourraient se rapporter à ça. Voilà, je crois que j'ai mangé plus que mon temps, donc je vous remercie pour votre attention.